Bonjour à tous. Donc, merci et bienvenue sur cette session consacrée à la data et l'IA et leur évolution dans l'analyse de la solvabilité et du risque. Donc, moi, je suis Jean-Marc Brédiller, je suis Managing Director chez Accenture. Et sur ce panel, donc, on aura le plaisir d'accueillir Sébastien Robert, donc, Chief Data Officer. Je lis tout. Et AI, Data et AI maintenant, puisqu'on a les deux, voilà, de Floa. Charlotte Gounod, qui est Funding and Prudential Compliance de De-Facto. Et puis Michael Diguet, cofondateur et CEO d'Algone. Et Gabriel Thierry, cofondateur de Carmen. Alors, pour cette thématique, effectivement, on voit que les approches data avec l'IA, avec tout ce qui se met en place sont vraiment en train d'évoluer. Et le sujet qu'on va essayer de voir, c'est comment, en s'appuyant sur les opportunités de la data, de l'open banking, effectivement de l'open data, on étend aujourd'hui toutes ces capacités de scoring et d'évaluation des risques. Je dirais, l'exercice de ce panel, c'était de voir comment on passe un peu du B2C et du B2B et les différences qu'on peut avoir dans cet univers-là. Alors, peut-être dans un premier temps, ce que je vous propose d'explorer ensemble, c'est vraiment rentrer dans la séquence quelque part des modèles data IA, des modèles de données, et pour pouvoir voir avec vous comment elles ont pu transformer les méthodes d'évaluation du risque. Et puis peut-être pour commencer, je voudrais revenir sur les approches B2C. Alors peut-être dans un premier temps avec Michael, je pense parce qu'on a échangé entre nous et chez Algone, vous avez poussé l'expérience, je dirais, de l'open banking. Et donc est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer comment vous exploitez l'open banking et puis aussi présenter Algone en quelques minutes, comme ça on saura un peu pour tous d'où chacun parle. Je pense que c'est important. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis Michael, cofondateur et CEO d'Algone. Donc, Algone, c'est une fintech européenne qu'on a créée en France, dont la mission est de rendre le crédit plus accessible et plus responsable grâce à l'IA et l'open banking. Et donc, en fait, on fournit des algorithmes aux prêteurs, donc principalement dans l'univers du crédit à la consommation et du Buy Now Pay Later. On leur fournit donc une API de credit scoring basée sur les données de l'open banking et s'appuyant sur des algos d'intelligence artificielle. Donc pour répondre à ta question, effectivement l'intelligence artificielle, nous on a poussé la chose très loin. On a deux catégories de produits, deux catégories d'algorithmes. On a le credit scoring et ce qu'on appelle le credit insight. J'y reviendrai. Le credit scoring, grosso modo, ça consiste à analyser les transactions bancaires de la personne, puisqu'on s'appuie sur l'open banking, donc les transactions bancaires, ce que vous avez dans les relevés de compte, et donner une note entre 0 et 1000 qui anticipe en fait votre probabilité, enfin la probabilité de l'utilisateur de faire défaut. Sur cette partie-là, c'est quand même très réglementé. On a fait beaucoup de tests avec des algos d'IA très avancés. Effectivement, on obtient des performances meilleures, mais la réglementation fait pour des raisons, à mon avis, qui ne sont pas forcément très bonnes, mais c'est comme ça. La réglementation impose un certain nombre de choses, notamment sur l'explicabilité des modèles. Donc sur cette partie credit scoring, on fait des choses finalement de l'intelligence artificielle, on va dire, assez basiques. Et ce qui fait la différence, c'est la quantité de données qu'on a à disposition. Credit Insight, c'est un algorithme qui prend la transaction bancaire, qui la catégorise, qui la structure. Là, par contre, il n'y a pas de contrainte, et c'est là où on a été très très loin sur l'intelligence artificielle. On a mis en œuvre du deep learning, des méthodes de clustering avancées, qu'on a même inventées et qui ont été le sujet de la conférence qui fait un peu référence mondialement sur le sujet à Édimbourg, sur les techniques de l'IA appliquées au credit scoring. Voilà, donc c'est là où on peut être le plus créatif et utiliser les méthodes les plus modernes. Et bon, forcément, on va parler d'IA générative. Donc nous, on fait de la R&D sur l'IA générative. C'est moins spécialisé, donc ça va moins bien marcher que ce qu'on fait, que l'utilisation de nos algorithmes qui sont très spécialisés pour du lending. Néanmoins, ça nous est utile
pour limiter l'apport de l'humain, puisque nos algorithmes, il faut les entraîner. Il faut les entraîner pour qu'ils soient performants. Et donc parfois, l'IA générative peut aider en fait l'humain et nous permettre d'aller plus vite sur l'entraînement de nos modèles. Ouais, merci Mickaël. Alors pour continuer, parce que je pense Mickaël, vous êtes vraiment dans l'évaluation du risque, je dirais des particuliers. Je vais passer la parole à Sébastien pour Floa, mais il y a aussi, je dirais, tout l'environnement marchand qu'il faut prendre en compte. Hein. Et donc là, on a encore un nouveau set de données à prendre en compte et puis des situations particulières. Peut-être Sébastien, qu'est-ce que vous mettez en place et c'est quoi vos méthodologies spécifiques? Hein. Oui, tout à fait. Merci. Puis bonjour à tout le monde. Ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Effectivement, donc nous, Floa, on est quelques mots pour donner un peu le contexte. On est une fintech bordelaise. On est en fait le leader en France de ce qu'on appelle le BNPL, Buy Now Pay Later. C'est finalement travailler avec des commerçants, avec des e-commerçants pour qu'eux-mêmes puissent proposer à leurs clients des solutions de paiement fractionné pour acheter un téléphone, pouvoir le régler en plusieurs fois ou un voyage. Et en fait, au-delà de ce côté pouvoir fractionner mon paiement au moment de l'achat, c'est aussi de proposer d'autres types de produits, d'autres types de services, soit pour pouvoir fractionner mon paiement a posteriori, ou au contraire pouvoir emprunter un montant que je vais pouvoir utiliser pour financer un autre achat et le rembourser en plusieurs fois. Et donc ça représente à peu près 3 milliards d'euros de financement l'année dernière. Historiquement, on était en France et donc avec un déploiement à l'international en Europe, dans un certain nombre de pays en cours. Et comme tu disais, il y a un enjeu qui est assez fort, puisque là on parle de B2B2C, à la fois réussir à aligner les objectifs et les intérêts, que ce soit pour le marchand, que ce soit pour le client, et puis que ce soit aussi pour Floa. Et un des enjeux, une des difficultés, c'est de se dire, mon client, mon prospect, il va arriver sur le site d'un partenaire, il n'est pas forcément authentifié, je ne le connais pas forcément, et je vais devoir prendre une décision pour accepter, pour refuser sa demande par rapport aux éléments que je vais avoir. Et nous, l'objectif finalement sur cette partie analyse de solvabilité, détection de fraude, c'est à la fois de pouvoir proposer aux clients et aux marchands une solution qui soit simple, un parcours qui soit simple. C'est d'avoir une décision qui soit instantanée, en quelques millisecondes, être capable de dire oui ou non par rapport aux informations qu'on a, et d'avoir une décision qui soit fiable, qui soit robuste. Donc on parlait effectivement des algorithmes, de l'intelligence artificielle, des volumes de données dont on a besoin. Et ce qui est important pour justement accompagner cette fluidité au niveau du parcours, c'est de se dire, on va essayer de faire en sorte que le client ait à saisir un minimum d'informations. Et pour autant, nous, on va avoir besoin d'un maximum de données pour prendre une décision qui soit fiable. Et donc, c'est de dire comment je vais en fait enrichir mes données contextuelles pour minimiser les données que je vais demander à mon client, tout en ayant un ensemble d'informations qui vont me permettre de fiabiliser ma décision. Et là, ça va être un enrichissement qui va prendre plein de formes différentes. Ça va être déjà, est-ce que mon partenaire a des informations sur son client? Est-ce que c'est un nouveau client? Est-ce que c'est un client fidèle? Est-ce que nous, on a des informations sur cette personne? On a 4 millions de clients en France. Donc, est-ce que je peux finalement savoir ce que je connais de cette personne, les contrats qu'il a déjà eus chez nous? Ça va être aussi toutes ces données contextuelles liées à son achat. Le panier, qu'est-ce qu'on est en train de financer? Est-ce que c'est un voyage au Mexique? Est-ce que c'est un iPhone? Pour quel montant? Ça va être aussi toutes les données dont on parlait, open banking, toutes les données financières dans certains parcours. Qu'est-ce que ces données-là vont pouvoir m'apporter? Comment je vais pouvoir les utiliser? Ça va être les données de web analytics, de comportement. Donc c'est vraiment de se dire, pour arriver à cette simplicité-là, réussir à trouver le juste milieu pour demander un minimum d'informations que le client va devoir saisir, fluidifier son parcours, fluidifier le tunnel de transformation pour le marchand et en même temps fiabiliser notre prise de décision pour répondre à ces 3 objectifs dont on parlait, la simplicité, la rapidité et puis la fiabilité. Oui, merci Sébastien. Alors pour compléter le tour de table, on a vu la partie des particuliers, mais les entreprises, c'est aussi une autre affaire. Hein. Donc peut-être, Charlotte, effectivement, sur cette question des données entreprises, qu'est-ce que vous regardez de votre côté? Hein? Bonjour à tous, Charlotte chez DeFacto. Peut-être quelques mots sur DeFacto, si certains ne connaissent pas. DeFacto, c'est une fintech qui fait des financements B2B en intégrant sa solution, soit sur les acteurs qui utilisent déjà les TPE, les PME, comme par exemple des marketplaces. Donc on fait à ce moment-là du B2B2B, un peu comme Floa par exemple fait du B2B2C, et sinon sur tous les outils de gestion financière.
donc de manière intégrée. Et également, on a notre propre application sur laquelle les entreprises peuvent venir en B2B solliciter un financement. On fait du financement de court terme, jusqu'à 4 mois, et de manière instantanée, grâce justement à l'approche de la donnée. Donc on a un peu le B2C, le financement B2C en France a quelques années d'avance par rapport au financement B2B. Il y a un énorme besoin en financement des entreprises de court terme. La France est plutôt bien bancarisée. Les banques financent plutôt bien à 1 an et plus. Mais sur le court terme, la Commission européenne, l'OCDE, la BCE montrent que la moitié des TPE et des PME qui font faillite en Europe ne font pas faillite à cause d'un manque de business model, une faiblesse de leur business model intrinsèque et structurel, mais à cause d'un manque de financement de court terme. Donc un besoin énorme auquel de facto on répond. Donc comment est-ce qu'on y répond? Les données sur les entreprises existent. On a évidemment l'open banking qui a permis d'accéder à de la donnée d'information sur les comptes, mais il y a également beaucoup d'autres sets de données disponibles. Par exemple, toutes les données de facturation. Alors la facturation électronique, lorsqu'elle aura lieu, accroîtra encore plus de manière standardisée ce genre de données. Mais de manière générale, il y a énormément de données disponibles sur les entreprises. On a toutes les données déjà administratives et publiques qui existent sur l'ensemble des entreprises avec les registres des entreprises. On a les données bancaires, je l'indiquais. On a les données sur les transactions, la facturation, les comptes. Énormément de données que les entreprises ont et qui en fait elles peuvent nous donner accès à ces données. On peut également se brancher sur tout ce qui va être les ERP, les CRM, donc tout ce qui va être les logiciels que les entreprises utilisent déjà. Nous, notre paradigme chez De Facto, c'est d'éviter que l'entreprise ait à nous transférer ces données, mais de recueillir son consentement éclairé sur le fait qu'elle puisse nous donner accès à cette donnée. Nous, avec une capacité, on parle souvent de scoring, mais il y a eu quand même une étape pour tous ceux qui font de la data et de l'IA qui est extrêmement importante, c'est la structuration et l'infrastructure de la donnée. Et donc chez De Facto, on a vraiment construit une infrastructure de données, puis ensuite un algorithme de scoring, puis ensuite déterminer quel est le maximum qu'on va prêter à une entreprise. Et donc c'est cette capacité à aller récupérer de la donnée en se branchant sur les outils que les entreprises utilisent déjà, et ensuite en sachant la stocker comment de manière efficace, pour qu'ensuite des algos de LLM, IA, etc. puissent récupérer cette donnée. Et comme vous l'indiquiez, comme mes compères l'indiquaient, d'arriver à du coup l'exploiter pour ensuite déterminer au plus juste le montant d'endettement de facto que l'entreprise peut avoir. Et on fait tout ça en quelques minutes. 95% de nos entreprises peuvent obtenir un financement, s'onboarder, solliciter une demande de financement et avoir leur réponse en moins de quelques minutes. Oui. Merci. Alors là, on voit qu'il y a une dimension, notamment de financement, je dirais court terme, d'avance sur facture, sur lesquelles il y a une décision très rapide à prendre. Peut-être pour Gabriel, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a cette automatisation et puis on avait beaucoup échangé sur la question de l'analyse crédit augmentée. Donc ça, c'est aussi une autre je dirais, dimension de facette de l'exploitation de la data et de l'IA. Donc si vous pouvez nous expliquer votre activité, votre approche, pourquoi vous êtes orienté sur ce point. Oui, donc bonjour, moi Gabriel, le cofondateur de Carmen. Carmen, on est une fintech aussi de financement comme De Facto, mais on le fait de manière un peu différente. On permet aux entreprises de récupérer des prêts pour financer le BFR sur des maturités de 3 mois à 24 mois. C'est des prêts qui vont faire en moyenne 200 000 euros, mais qui peuvent être aussi faibles que 10 000 euros et monter à plusieurs millions d'euros. Et ça va permettre à l'entreprise de renforcer son BFR, investir dans sa croissance, acquérir ses stocks, financer son marketing, etc. Et nous, aujourd'hui, le plus gros enjeu qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on récupère du coup les données open banking, donc par DSP2, pour venir avoir une visibilité très granulaire sur la santé financière de l'entreprise. Et ce qui est compliqué en entreprise en B2B, et qui je pense est très différent que sur la partie B2C, c'est que les données sont beaucoup plus hétérogènes, sont beaucoup plus complexes, sont beaucoup plus profondes, et c'est beaucoup plus compliqué de clusteriser des types d'entreprises ensemble par rapport à des clusters de particuliers. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans un terrain qui est encore très flou, et on expérimente aussi, nous aussi en interne, sur comment essayer d'approfondir en fait les conclusions qu'on peut tirer de ces entreprises avec des données qui sont très complexes, qui sont très hétérogènes entre les différents secteurs d'activité, parce que forcément, une PME industrielle qui avec des gros enjeux d'infrastructure est très différente à scorer qu'une PME digitale qui, par exemple, fait du dropshipping e-commerce. Et du coup, il faut arriver à clusteriser les différentes transactions, savoir réconcilier qu'est-ce qu'un salaire, qu'est-ce qu'un achat de stock, qu'est-ce qu'une dépense marketing, qu'est-ce qu'une dépense, ainsi de suite, et pouvoir reconstituer du coup des documents financiers. Et ce qui est très dur en B2B, c'est que forcément les populations adressables sont beaucoup plus faibles. Tu parlais de Floa qui a 4 millions de clients. En France, il y a 4 millions de PME.
98% de ces PME sont des TPE qui ont moins de 10 salariés, et donc ils sont toutes encore plus hétérogènes l'une que l'autre. Il y a des agences, il y a des produits industriels, etc. Et c'est là où l'IA peut être à terme révolutionnaire. Mais on est encore, je pense, tous, en tout cas dans ce panel, un peu au début de ces réflexions, parce que personne n'a encore craqué sur une forme très scalable. Oui, je pense qu'un des sujets, ce que tu pointes sur le sujet de l'entreprise, c'est qu'on n'est pas sur les mêmes volumes, et donc on n'a pas non plus les mêmes historiques de risque qui sont importants pour toutes ces évaluations. Donc peut-être pour Charlotte, ou comment vous gérez cette question vers du trade-off à avoir entre prendre du risque pour calibrer les modèles et tenir la bonne santé aussi de votre activité. Ouais, dans l'activité de crédit, c'est vraiment trouver l'optimum entre prêter pour, d'un point de vue data, avoir de la donnée, et en même temps ne pas prêter trop, à la fois pour ne pas mettre notre client en surendettement, parce que derrière il y a quand même vraiment des entreprises, c'est pas juste des clients et des numéros, et pour nous éviter d'avoir trop de pertes et trop de défauts. Donc chez De Facto, ce qu'on essaye de faire, plus que le score, plus que de scorer et déterminer une probabilité de défaut, puisqu'en fait on espère avoir une probabilité de défaut quand même très faible, c'est de déterminer quel est le montant adéquat par entreprise à un instant T, en temps réel, qui va lui permettre de soutenir l'entreprise pour répondre à son besoin de financement à un instant T, sans la mettre en surendettement. Et donc c'est cet équilibre surtout qu'on essaye de trouver. On peut avoir des petits retards, parfois d'ailleurs pas du tout à cause de solvabilité, mais plus parce que c'est l'été, c'est une TPE de 5 personnes, et le chef comptable avait oublié de passer le dossier et le remboursement du prêt à quelqu'un. Et donc dans la vraie vie, on se concentre tous beaucoup sur la solvabilité, mais derrière il y a le risque aussi opérationnel en fait, de nos clients qu'on peut capturer, et qu'on peut capturer par de la donnée, justement avec les historiques. Et donc il y a plein de facettes et de manières de calibrer une prise de risque. Il y a le risque vraiment de perte in final, de loss given default, mais il y a aussi le risque tout simplement de retard, et donc après de savoir gérer cela. Sur les entreprises, pour calibrer le montant auquel on prête, une des spécificités qu'on essaye de pousser chez De Facto, c'est, et je pense qu'on arrive à mettre en œuvre, c'est d'avoir accès à de la donnée en temps réel et d'avoir cette capacité à la rafraîchir et à déterminer, à réactualiser notre capacité de prêt auprès des entreprises. C'est également tenir compte de la saisonnalité et des spécificités des entreprises. Je te rejoins complètement sur le fait que les entreprises sont multiples, mais du coup, par exemple, une entreprise qui fait des joints en bois pour Noël va avoir un BFR qui va être énorme 3 mois avant Noël, mais beaucoup moins entre février et avril. On a une entreprise, par exemple, qui fait des maillots de bain, elle, c'est pas du tout la même saisonnalité, etc., 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 les exemples. Et donc, c'est là où machine learning et l'IA peuvent être très intéressants aussi pour non pas trop clusteriser, trouver le bon équilibre dans l'IA et le développement de nos machines, de nos modèles de LLM, c'est d'arriver à clusteriser, mais pas trop à surclusteriser, pour regarder en fait, finalement l'entreprise qui fait des jouets, l'entreprise qui fait des maillots de bain, ou l'entreprise qui fait de l'aéronautique, qui est un sous-traitant de l'aéronautique et qui va faire des pièces livrées une fois par an parce que le système de ponçage de la pièce et de fraisage est extrêmement spécifique et prend 8 mois. En fait, toutes ces entreprises, in fine, peu importe finalement ce qu'elles vendent, d'un point de vue données, elles ont un cycle qui va être identifiable par un modèle dont on peut tenir compte pour se dire ce genre d'entreprise qui en fait a un BFR de 3-4 mois extrêmement fort à un instant T de l'année, on peut arriver à les capter et à les clusteriser d'une même manière. Donc à la fois être spécifique sans être trop spécifique dans la clusterisation de nos clients pour déterminer in fine le bon montant qui nous permet nous de limiter notre défaut tout en apprenant, et surtout de ne pas mettre en surendettement nos clients, mais de les accompagner dans leur croissance, au contraire. Alors, je pense que ce qui est intéressant aussi, je dirais, c'est le changement d'approche. C'est pour ça qu'on parle vraiment d'évaluation de la solvabilité. Il y a eu beaucoup... moi, j'ai fait des scoring il y a plusieurs dizaines d'années. Ce n'était pas du tout les mêmes modèles. On avait justement un problème, c'était de rentrer dans l'analyse budgétaire. Et je pense qu'il est intéressant, et Mickaël, tu pourras peut-être compléter, c'est voilà, on va recomposer le budget de notre contrepartie, et donc ça c'est un des grands éléments sur lesquels vous travaillez en termes de catégorisation. Et puis il y a une dimension qui est l'instantanéité, c'est-à-dire c'est l'évaluation aujourd'hui, c'est pas l'évaluation du budget il y a un mois, donc c'est aussi une dimension nouvelle. Et le fait de ne pas juste avoir un feu, je dirais, vert ou rouge,
mais d'être beaucoup plus personnalisé sur le montant qui peut être prêté. Donc ça, c'est aussi une dimension supplémentaire, hein, et peut-être voilà, nous compléter cette approche et puis comment vous investissez ces sujets. Avec plaisir. Peut-être juste avant, revenir un petit peu sur le crédit aux entreprises. Je trouvais très intéressant ce qui a été dit, très vrai, hein. Donc nous, évidemment, on a essayé. On sait qu'il y a un gros besoin. Tu le disais, il y a une avance du B2C sur le B2B, donc on a essayé. Et je confirme effectivement que l'hétérogénéité des entreprises rend l'analyse, la catégorisation des données open banking, parce que nous, on est vraiment spécialiste de l'open banking, plus complexe. Donc pour donner une idée, nous, sur le particulier, on arrive à une performance de 99,6% d'accuracy sur la catégorie, donc pour le particulier. Et je pense que ce n'est pas facile d'obtenir le même type de résultat sur les entreprises, en tout cas pas aujourd'hui. Il y a une autre différence aussi, c'est que sur un particulier, une décision de crédit peut être prise uniquement avec la donnée open banking. C'est tellement puissant. Nous, on a, voilà, sur l'ensemble de nos... On travaille avec toutes les banques en France, sauf la Banque Postale, j'espère que c'est provisoire. Mais donc sur la moyenne de nos clients français, on est capable à ISO-Risque de fournir 40% de crédit en plus. Donc c'est vraiment très très significatif. Donc j'espère qu'on arrivera collectivement à faire la même chose sur les entreprises, et je sais que vous y travaillez intensément. Il y a un sujet aussi sur l'entreprise qui est intéressant, c'est les freelances. Donc ça, nous, on avait fait des expérimentations avec une société qui s'appelle Aria, et ça donne des très bons résultats. C'est-à-dire que sur les entreprises unipersonnelles ou avec quelques personnes, en récupérant compte pro, compte perso, on arrive à des très très bons résultats également. Donc je vais pouvoir en venir à ta question que j'ai oubliée du coup, entre-temps. Si, c'était la question de la catégorisation et puis de changer l'approche. Comment on fait? On a une approche plus budgétaire, ouais. Hein, et pas simplement d'appréciation un peu holistique du risque en disant oui, non, c'est quelqu'un de risqué, oui, non, en termes de stabilité. Mais comment on rentre dans le besoin? C'est quelqu'un à qui je peux prêter 2 000 €, 3 000 €, 4 000 € sur telle durée, parce qu'à ce moment-là, c'est possible. Ouais. Donc ça, c'est une analyse c'est en fait une décision de crédit, c'est pris en 2 étapes, hein, analyse de affordability assessment et credit worthiness. Donc là, on parle de la première partie qui est l'affordabilité. Donc là, effectivement, on va vraiment utiliser la catégorisation de la donnée open banking pour détecter les revenus, les charges régulières, les crédits en cours, voilà, et faire vraiment une analyse fine du budget, quoi. Calculer les taux d'endettement, le reste à vivre, etc. Et donc ça, c'est vraiment grâce à l'IA, grâce à la catégorisation, grâce au clustering, qu'on arrive à faire ça de manière très précise, instantanée et beaucoup, beaucoup plus fiable que si on parle de la France, qui est fait en France, puisqu'en France, c'est déclaratif. En France, on nous demande de déclarer nos crédits, mais quelqu'un d'un peu renseigné sait qu'il n'y a aucun moyen de le vérifier, en vérité. Donc on peut mettre n'importe quoi dans le déclaratif, ça ne sera pas vérifié. Et nous, on a mesuré qu'il y a quand même un bon paquet de personnes qui le savent et que les déclarations des crédits sont très très sous-évaluées dans les demandes de crédit. Donc là, pour la protection du surendettement, c'est vraiment top, et c'est pour ça que la CPR est très friande de ce sujet, puisqu'on avec l'open banking, on a une vision vraiment à jour. C'est-à-dire le jour même où la personne fait son demande de crédit, on a toutes les transactions. Donc s'il y a une situation difficile, s'il y a une situation de descente sur le budget, on va pouvoir le repérer et donc protéger la personne du surendettement. Ouais, merci. Et pour rebondir par rapport à la situation de l'entreprise où vous mettiez en avant la diversité des situations, je pense pour Sébastien, je pense que c'est important aussi de voir la diversité des situations quelque part d'interaction avec les clients, hein, entre passer par des marchands, passer en direct, être sur du BNPL très court avec par peu d'informations, hein, si on veut être à la promesse d'accessibilité versus des parcours plus longs. Donc, du coup, vous gérez, j'allais dire, combien de modèles? C'est quoi la variété des modèles? Comment vous gérez cette diversité de situations en termes data IA? Oui, tout à fait. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait de l'objectif qui est à la fois de maximiser finalement le nombre de demandes qu'on va pouvoir financer, tout en réduisant le risque d'impayé, le risque de fraude. Pour le marchand, pour le partenaire, c'est aussi de posséder une solution qui est aujourd'hui un peu incontournable. Le BNPL, c'est plus 25% de panier moyen. C'est
pour la plupart des utilisateurs de BNPL, qui sont quasiment la moitié des Européens, c'est aussi quelque chose qui, si ce n'est pas disponible, peut les faire switcher. Donc il y a à la fois le côté opportunité et aussi le côté risque à ne pas faire pour le partenaire. Et en même temps, il y a une diversité au niveau du commerce, au niveau de l'e-commerce qui est à la fois super enrichissante, mais aussi challenging. Et donc, c'est de se dire comment on s'adapte à ça, parce que aller financer un voyage pour une famille dans 6 mois, est-ce que c'est la même chose que de financer un aller simple dans 6 jours? Est-ce que c'est la même chose que de financer un iPhone? On a cette hétérogénéité-là au niveau des achats, on a cette diversité-là au niveau de nos produits, au niveau de nos parcours, au niveau de nos partenaires. Justement, dans certains cas, on a de l'open banking, dans certains cas, on l'a pas, dans certains cas, on a les informations du partenaire, dans certains cas, on l'a pas. Donc, comment on s'adapte à ça? Est-ce que finalement, on se dit, j'essaie de faire un modèle d'IA qui peut prendre en compte toutes les commonalités, mais peut-être passer à côté de certaines spécificités. Et donc, c'est important d'avoir cette modularité et cette scalabilité. Les deux vont de pair. La modularité, c'est de dire comment je m'adapte à certaines spécificités. Et peut-être qu'effectivement, quand je veux financer du voyage, c'est pas la même chose que quand je vais financer de la tech. C'est pas la même chose que quand je vais faire du financement a posteriori d'un achat. Et puis c'est aussi de se dire comment je vais rendre ça scalable, parce que le but c'est de se dire c'est bien d'avoir différents modèles, c'est du temps de les faire évoluer, de les maintenir, de les monitorer, et donc comment j'arrive à automatiser cette partie-là. Et ça c'est un des enjeux opérationnels, ce côté à la fois modularité pour prendre en compte les spécificités de nos partenaires, de nos produits et de nos parcours, mais aussi ce côté scalabilité. Un des autres enjeux opérationnels, c'est, on en parlait, tous les sujets autour de la réglementation et plus largement autour de l'éthique, de se dire comment on arrive à construire des modèles qui soient justes, qui finalement limitent au maximum les biais qu'on va avoir, qui respectent des normes en termes d'explicabilité, en termes d'éthique. Et puis le troisième défi opérationnel qui est important, c'est l'acceptabilité du client. Parce que quand on fait un crédit immobilier, on est tous OK pour partager finalement à peu près toute notre vie à la banque, mais on voit bien que plus le montant à financer est faible, et plus il y a un niveau d'acceptabilité qui peut baisser sur des demandes qui peuvent être parfois invasives, intrusives. L'open banking, c'est une solution on en parlait, qui est effectivement très performante, mais qui sur certains cas peut être aussi perçue comme invasif, et se dire en fonction de mon produit, en fonction de ma demande, en fonction de mon financement, est-ce que c'est quoi le bon équilibre à trouver sur est-ce que je vais lui demander ça en plus, est-ce que je vais lui demander l'open banking, est-ce que je vais lui demander une pièce d'identité, est-ce que je vais ou non, en fait il n'y en a pas besoin, ou si je le fais il y a un risque qu'il n'accepte pas. Et le problème quand le client ne va pas accepter, c'est qu'il y a aussi des phénomènes derrière d'anti-sélection. Et donc c'est de trouver cet équilibre-là finalement entre par rapport à mon produit, par rapport au financement que je veux faire, c'est quoi le bon trigger en termes d'acceptabilité pour trouver ce bon équilibre entre un parcours qui soit toujours simple pour le client et un niveau de fiabilité qui soit important pour nous et du coup pour le partenaire. Ouais, alors, effectivement, je vais faire du coup une transition sur. On voit la transformation technologique. Mais faire la transition sur pourquoi c'est game changer, on va dire, sur le marché, et vraiment l'apport ici des fintech dans l'évolution de ce marché du prêt et du financement. Et donc peut-être sur le côté game changer, je pense on le voit, il y a des aspects d'expérience client, time to yes, sur lesquels vous travaillez, qui sont extrêmement importantes. Et puis tu le citais en termes d'accessibilité, mais je pense qu'il y a aussi un sujet d'accessibilité, d'aller chercher des clients, des situations de financement qu'on ne trouve pas forcément. Donc peut-être, Mickaël, dans un premier temps, alors tu l'évoquais, tu parlais des crédits de bureau qu'on n'a pas de la même façon que dans les pays anglo-saxons, par exemple. Donc voilà, est-ce que c'est un game changer pour toi, par exemple, par rapport au fait d'avoir ou pas besoin d'avoir toute cette infrastructure de risque et de pouvoir être relativement autonome, de rentrer dans des marchés comme ça sur lesquels on va se créer les données sans devoir s'appuyer sur des stocks énormes qui auraient été constitués par les acteurs. Oui, tout à fait. Donc, clairement, dans le crédit au particulier, l'open banking est game changing. Les crédits de bureau l'ont bien compris, puisqu'ils ont tous, au final, aujourd'hui, ce sont nos compétiteurs. Alors, pas trop en France, puisque en France, il n'y a pas de crédit de bureau, c'est interdit, c'est une spécificité locale. Mais dans les autres pays dans lesquels on opère, effectivement, on est
quasiment systématiquement en compétition avec des crédits de bureau, donc qui sont allés sur le terrain de l'open banking. Donc les crédits de bureau, il y en a dans beaucoup de pays dans le monde. Après, la qualité est quand même assez variable. Donc il y a des pays où ça va très bien fonctionner, comme l'Angleterre, les États-Unis. Et d'ailleurs, nous, en Angleterre, le score qu'on a, c'est un score hybride. Il s'appuie sur des données open banking, mais on top of, si je puis dire, en plus des données des crédits de bureau. Le crédit de bureau reste complètement incontournable en Angleterre. Après, dans d'autres pays comme l'Espagne, moi, ma conviction personnelle, c'est que l'open banking va complètement remplacer les crédits de bureau, puisque les données sont très partielles. C'est que sur des crédits au-delà d'un certain montant. Voilà, donc c'est des données qui sont très partielles. Et puis, en termes aussi de data et privacy, l'open banking, c'est quand même plus sympa que la logique de crédit de bureau, puisque la logique de crédit de bureau, pour ceux qui le savent, c'est que en Angleterre, à chaque fois qu'on on rembourse un crédit, qu'on paye un loyer, etc., de l'information sur nous est envoyée au crédit de bureau. Et après, c'est la banque qui dit tiens, Michael Diguet, donne-moi est-ce qu'il a bien payé son loyer, est-ce qu'il a bien payé ses crédits, etc. Donc c'est quand même assez intrusif. L'open banking, il y a un consentement explicite. C'est moi qui choisis, c'est ma donnée bancaire, c'est moi qui choisis de la mettre à disposition d'Algone pour être évaluée. Donc voilà ce que l'open banking apporte à cette logique crédit de bureau. Par contre, en termes d'expérience utilisateur, ça alourdit un petit peu. C'est pas aussi, le crédit de bureau, ça se passe de manière complètement transparente. C'est l'acteur financier, il interroge le crédit de bureau. Il n'y a rien de particulier à faire. Avec l'open banking, il y a un consentement, mais ce consentement, il est quand même de plus en plus simple. Ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur un bouton. Souvent, ce qu'on appelle l'app to app, ça switch dans l'app bancaire. On a juste à recliquer sur un bouton dans l'app bancaire pour donner accès au compte et c'est fini, quoi. Donc ça a été un peu long, par contre, à mettre en place. Les banques, elles n'ont pas forcément mis toute la bonne volonté du monde, parce que c'est quelque chose qui leur est imposé par la réglementation. Donc ça a été plus long que prévu et c'est pas encore parfait, mais on voit néanmoins que ça commence à vraiment, vraiment bien marcher, quoi, et à poser de moins en moins de problèmes. Et juste l'historique d'accès en open banking, vous vous basez sur combien de profondeur de données? C'est 3 mois minimum, mais c'est souvent plus. La règle, c'est que, en gros, l'acteur doit nous remonter ce qu'il donne au client dans l'app bancaire. Donc, si la banque remonte 2 ans, elle est censée nous renvoyer 2 ans par API. Après, nous, pour le scoring, on se rend compte que les 3 derniers mois, c'est très discriminant. On n'a pas besoin de plus pour le scoring que 3 mois pour avoir des performances très très bonnes. Excusez-moi, je vous coupe une petite seconde. Pour les personnes, j'ai une petite annonce à faire pour les personnes qui ont stationné leur vélo et leur voiture rue Saint-Victor et rue de Pontoise. S'il vous plaît, vous devez déplacer votre véhicule tout de suite parce que la préfecture est en train de tout retirer. Merci beaucoup. Bon, j'y vais alors. Heureusement que ça ne nous concerne pas. Pour rebondir sur ce que tu dis, tu parles d'une historique de 3 mois qui en particulier du coup, est largement suffisante avec un taux de confiance de 99,6%, c'est ça. En B2B, en tout cas dans notre cas, c'est impensable. Et une boîte sur 3 mois, on peut quasiment rien savoir sur elle. On n'a pas suffisamment d'historique de saisonnalité, comme le disait Charlotte. Et donc il faut une historique minimum à 12 mois, idéalement plus. Et c'est là où ces technologies, selon nous, sont révolutionnaires, c'est qu'elles permettent de fluidifier le partage de données. Si vous vous imaginez comment une entreprise prenait un prêt il y a 20 ans, elle allait voir son banquier, elle amenait des papiers, elle les faisait signer, elle les photocopiait, elle partageait un dossier qui était refermé, qui était mis dans un tiroir et qui était ensuite qui devenait assez poussiéreux. Maintenant, l'open banking permet de partager son consentement en un clic. Alors oui, il faut faire une API, oui, c'est un petit peu lourd, mais ça permet quand même de partager une historique bancaire sur l'ensemble des comptes bancaires de l'entreprise ou du particulier, sur une historique de 6 mois et qui va commencer à s'augmenter et passer à 9 mois, 12 mois et on l'espère plus avec les prochaines réglementations, qui rend l'expérience beaucoup plus fluide, beaucoup plus dynamique et beaucoup plus accessible pour à la fois les particuliers comme les dirigeants de PME. Oui, donc effectivement, c'est de la fluidité et du temps gagné pour tout le monde. Donc je pense que ça, c'est un point important dans les bénéfices, et je dirais en quoi on change la donne. Et effectivement, tu disais, voilà, ton objectif, c'est aussi de viser à réduire le plus possible le temps d'instruction des dossiers. Donc c'est un des éléments, et sans doute la qualité aussi, parce que je pense que temps et qualité
ne doivent pas être opposés. Donc, est-ce que, en termes voilà, comment tu qualifierais le bénéfice ou le niveau de bénéfice par rapport à des méthodes traditionnelles, si elles existent encore, hein? Oui, pour reprendre ton mot, Michael, c'est game changer parce que nous, on n'a pas la même densité de population adressable que vous pouvez avoir en B2C. Des PME en France, il y en a 4 millions qui sont éligibles à des crédits court terme. Il y en a de moins, enfin, il y en a moins forcément. Et ce que permet cette technologie avant tout, c'est de pouvoir aller en fait accéder à une typologie d'entreprise qui est considérée comme trop risquée par les secteurs traditionnels, que les banques ne veulent pas toucher, que les affaires traditionnelles ne veulent pas toucher parce qu'elles ont soit du mal à les comprendre, soit elles ont du mal à les onboarder, soit elles ont du mal à les scorer. Et du coup, que ce soit l'open banking ou on va dire les canaux d'IA derrière qui permettent de faciliter l'onboarding et les scoring de ces boîtes, permettent en fait à des acteurs ou des néo-acteurs comme Carmen, comme Defacto, comme d'autres, de venir se positionner avec une prise de risque qui est plus conséquente, mais qui est contrôlée, parce qu'on regarde de la donnée qui est récente, qui est dynamique, et surtout qu'on est capable d'apprécier avec un plus gros degré de granularité et de profondeur qu'une banque aujourd'hui qui va regarder des liasses fiscales en bilan, qui sont malheureusement pas très représentatifs du parc des PME françaises, et qui sont aussi souvent assez datés, parce qu'aujourd'hui, vous prenez les bilans d'une entreprise, ils ont 10 mois, on parle des bilans de 2022, et une entreprise qui va faire une demande de financement aujourd'hui, en 2023, chez Carmen, chez Defacto, et il a pu se passer beaucoup de choses en 10 mois, surtout en ce moment dans le marché actuel. Ouais, merci. Et alors, un autre bénéfice, je pense, c'est la capacité à automatiser, à prendre des décisions, avoir un time to yes le plus rapide possible. Alors, peut-être Charlotte, je pense notamment, on voit sur toutes les activités de factor, de validation de factures, de paiement. Est-ce que tu peux nous dire comment tu travailles à accélérer ce time to yes et ce time au paiement? Oui, bien sûr. Donc, les entreprises, dans la demande de financement, il y a deux choses qui les inquiètent beaucoup. Il y a déjà, est-ce qu'elles vont obtenir un financement de court terme qui réponde à leurs besoins? Et la deuxième, c'est le temps qu'elles vont y passer. Une TPE, une PME, il n'y a pas forcément un CFO à plein temps. Et quand il y a un DAF à plein temps, il a parfois beaucoup d'autres choses à faire que de finalement relancer une banque, se reconnecter 4 fois sur un site pour savoir si son crédit a été accepté ou pas, s'il faut qu'il charge des pièces supplémentaires ou pas. C'est le temps passé par les DAF en Europe pour gérer leurs besoins de financement de court terme pour les délais de paiement, c'est 8,4 milliards € de temps-heure passé. Donc il y a un vrai aussi levier de productivité là-dessus auquel on essaye de répondre. Donc de facto, on répond à ça avec 3 leviers. La première, c'est d'intégrer les outils qu'utilisent déjà les TPE et les PME. Ça évite aux TPE et aux PME de se déconnecter d'un site ou d'une marketplace ou de leur outil de gestion financière qui vont leur montrer qu'elles ont un short de trésorerie et de se connecter sur Defacto. Alors elles peuvent le faire si leur outil n'a pas encore intégré Defacto, mais elles peuvent directement sur leurs outils, Pennylane, Conto, Libéo, etc., accéder directement à une offre de financement sur leur outil. Donc ça, c'est un premier levier qui va leur faire gagner pas mal de temps. La deuxième donnée, c'est, on l'a tous mentionné, c'est notre capacité à récupérer de la donnée en temps réel, à en faire quelque chose grâce au machine learning, grâce à l'IA, grâce à la structuration de nos infrastructures de données, et à répondre en temps réel, chez Defacto à nouveau quelques minutes, sur est-ce qu'elles peuvent avoir un crédit, et si oui, combien. Et ensuite, la troisième chose, c'est d'être très flexible et de se mettre dans les chaussures de nos clients et de se dire, un troisième levier qui est assez inquiétant pour les TPE et les PME, c'est de savoir exactement la maturité du prêt. Donc, par exemple, si une entreprise prend un prêt à 60 jours, sa crainte, c'est oui, mais si mon client me paye 3 jours après, comment je vais faire pour pouvoir rembourser le prêt? Et chez Defacto, on a un produit qui est flexible et qui permet de gagner du temps aussi ou de libérer l'esprit de nos emprunteurs, qui est de dire, vous pouvez prendre un prêt à 70 jours, parce que si vous savez que votre client vous paye toujours 10 jours après, vous pouvez prendre un prêt pas à 60 jours, mais à 70 jours, et nous rembourser par anticipation, et vous ne serez pas pénalisé dans le remboursement par anticipation. Donc on essaye de répondre et de faire gagner du temps, et le time to guess, c'est à la fois en étant là où les TPE et les PME sont et où le besoin se crée. La deuxième, c'est l'instantanéité. Et la troisième, c'est de simplifier les décisions qui paraissent critiques au moment de prendre un crédit. Le fait de prendre un crédit est critique, j'insiste là-dessus. Mais par contre, dans la maturité où notre produit, on va essayer d'être flexible pour aussi réduire le temps passé à la prise de décision de certaines modalités du crédit qui sont importantes, mais par exemple, ne pas pénaliser le remboursement anticipé. Et je pense, alors tu l'as évoqué,
aussi l'autre dimension, ben, c'est la partie, je dirais, embedded finance. Donc, c'est comment on s'intègre dans des sites qui ont accès à des clients. Alors peut-être Sébastien, je pense que vous êtes embedded par vocation presque. Hein. Est-ce que tu peux voilà, nous partager les défis opérationnels d'être comme ça intégré au parcours de partenaires? Oui, bah effectivement, nous, c'est vraiment de se dire comment on opère en marque blanche auprès de nos partenaires, que ce soit des commerçants, des e-commerçants, pour qu'eux-mêmes utilisent finalement différentes solutions de paiement auprès de leurs clients, tout en respectant ce qu'on disait, hein, de la simplicité d'un point de vue parcours, de la rapidité, de l'instantanéité, et puis de la fiabilité dans la prise de décision. Les défis, c'était ce qu'on évoquait aussi tout à l'heure, hein, sur à la fois le fait d'avoir finalement un processus de décision qui soit à la fois modulaire et scalable, tout en étant finalement respectueux aussi des contraintes à la fois réglementaires et éthiques, et tout en s'adaptant à chaque fois aux contraintes d'acceptabilité, là aussi auprès des marchands, puisque en fonction des produits que leurs clients vont vouloir financer, on va avoir ces différences-là. Et ça va être aussi de se dire, voilà, par rapport aux tendances à venir, par rapport au futur, comment on va pouvoir s'adapter à tout ça, à la fois sur les évolutions réglementaires, que ce soit sur le sujet de l'IA avec l'IAC, mais aussi sur le sujet du financement avec la directive du crédit qui a été ratifiée par l'Union européenne. C'est aussi comment on s'adapte aux tendances de consommation, puisque justement, comme on est très orienté sur le commerce, sur l'e-commerce, il y a à la fois toutes les évolutions sociétales qui finalement impactent ça, à la fois sur vraiment les tendances de consommation, mais aussi l'acceptabilité des clients, hein, sur Internet à partager ou pas des données, que ce soit l'open banking ou plus largement. On voit qu'il y a cette tendance de fond qui se dégage. Et puis aussi sur ces aspects-là, voilà, aujourd'hui on est par exemple sur un Internet où on est souvent, je parlais au départ hein, du fait que nous on est face à des clients qui ne sont pas forcément authentifiés chez nous, on est sur un Internet qui est souvent anonyme, il y a des réflexions en ce moment sur ces sujets. Donc c'est toutes ces tendances un peu long terme, moyen terme qui peuvent impacter, comment on s'y prépare, comment on y réfléchit. Et puis c'est aussi par rapport à un marché qui est très concurrentiel, sur lequel il y a des effets de volume qui sont importants. On en parlait notamment dans le B2C, c'est quelque chose qui est assez significatif, avec des vrais gains à l'échelle, des vraies économies d'échelle. Et donc comment ce marché-là va se structurer en France, en Europe, dans le monde. Donc c'est toutes ces tendances-là aussi qui continueront de nous apporter des défis opérationnels auxquels on va continuer d'essayer de répondre. Merci. Donc on voit qu'on a effectivement un environnement qui amène, qui va être changeant, mais qui va amener d'autres adaptations. Peut-être, Mickaël, on a un petit peu parlé de GenIA. Donc, comme vous êtes vraiment dans la spécialité du moteur, hein, peut-être comment vous regardez cette évolution des modèles et en termes de R&D peut-être aujourd'hui hein, et pour demain. Donc c'est la vision pour demain. Hein, est-ce qu'on va encore tout changer hein? Ouais, je pense qu'on a tous été très très impressionnés voilà, au moment où ChatGPT est sorti. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas à voir ça de mon vivant et étant très technologue, pour moi, on rentre dans une nouvelle ère qui m'enthousiasme beaucoup et bon, je sais que ça peut faire peur également, mais moi c'est surtout l'enthousiasme qui domine. Donc évidemment on a exploré ces technologies. Donc comme je le disais tout à l'heure, sur des cas d'usage vraiment très particuliers, c'est pas en capacité de donner des performances qu'on peut attendre quand on utilise des techniques d'intelligence artificielle plus classiques. Néanmoins, ça a une vraie utilité chez nous et alors c'est encore au stade de R&D. Il y a toutes les problématiques aussi liées à la data privacy, etc. Bon, faut quand même savoir où va la donnée. Donc c'est pour ça que nous, on s'appuie plutôt sur les modèles open source, l'AMA de Facebook, enfin de Meta, qu'on est en train de réintégrer chez nous pour pouvoir l'utiliser dans un environnement sécurisé, sans risque de fuite de données. Et comme je le disais tout à l'heure, voilà, le cas d'usage que nous on lui voit, c'est de l'aide à l'humain. Peut-être je peux développer ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est sur la catégorisation. Donc quand on rentre sur un nouveau marché, par exemple, je sais pas, l'Allemagne. Donc on va récupérer des gros sets de données allemands. On a ce qu'on appelle nous le replication process. Donc on a tout automatisé la réplication de nos produits sur ce marché. Mais il y a quand même besoin d'analystes. Il y a quand même besoin d'humains, d'analystes crédits qui vont catégoriser les transactions
au démarrage pour entraîner l'algo. Et d'ailleurs, on a aussi besoin d'humains pour maintenir en fait l'algo à un très haut niveau de performance. Et donc là, avec l'intelligence générative, avec l'IA générative, on est capable de faire beaucoup d'économies de ce point de vue-là, puisque l'IA générative, en fait, vous pouvez essayer, hein, si vous lui donnez une transaction bancaire italienne, il va être capable quand même de donner une bonne estimation de ce que ça peut être, quoi, parce qu'il a connaissance des établissements de crédit, il a connaissance des marchands, et donc il est capable de donner un premier élément qui nous sert de la manière que je viens d'indiquer. Et je pense qu'effectivement, c'est la même chose pour notre analyse crédit augmentée, encore plus en entreprise. Hein. Oui, c'est ça. Après, nous, on est peut-être un peu, pas moins optimiste, on y croit beaucoup, mais on pense que ça va prendre plus de temps que ce que beaucoup de gens pensent. Parce qu'en B2B, c'est très très compliqué. Encore une fois, on revient sur cette complexité de l'hétérogénéité de la donnée. Et nous, à court terme, on pense qu'il y a beaucoup plus d'applications court-termistes pour permettre à des humains, donc des équipes de crédit analystes, de faire mieux leur travail. Mieux leur travail, c'est de scorer plus rapidement et de scorer mieux, concrètement, grâce à ces techniques, pour pouvoir processer de l'information beaucoup plus profonde, beaucoup plus granulaire et beaucoup plus complexe, et ensuite pouvoir scorer et gérer beaucoup plus de demandes à effectifs stabilisés ou constants. Le rêve de l'automatisation complète, où on récupère plein de données par API, on envoie ça dans la moulinette, on ferme les yeux et puis on ressort avec un oui, un non, un prix, une probabilité de défaut. C'est le rêve de, je pense, tout le monde sur ce panel. Mais en tout cas, en entreprise, je pense qu'on n'y est pas encore tout de suite. Quoi. Heureusement que tous les comportements ne sont pas prévisibles à ce point. Hein. Ce serait un monde un peu dystopique. Et il reste 2 secondes, 3 secondes, on va dire. Mais peut-être, Charlotte, pour faire le point sur effectivement tout ce qui est factoring, je pense que il y aura un atelier cet après-midi sur la facture électronique, mais je pense que c'est aussi quelque chose que vous regardez comme facteur d'évolution du marché. Hein. Ouais, alors de facto, on ne fait pas du factoring, mais on fait du financement de facture. Enfin, on fait du financement de BFR au moment soit de régler, soit d'émettre une facture. Mais on ne rachète pas la facture, contrairement au facteur. Pour autant, tu as complètement raison, l'émergence de la facturation électronique ou de manière générale, la digitalisation en fait, des TPE-PME et notamment de ces opérations de paiement, soit paiement fournisseur, soit émission d'une facturation et la facturation d'un client, pour nous, constitue une formidable opportunité sur laquelle on est déjà, puisqu'on équipe et on finance déjà beaucoup de factures. On a déjà financé plus de 8000 entreprises, accompagné 8000 entreprises nos 20 premiers mois pour 280 millions d'euros. Donc on voit bien que la demande est là, qu'il y a une formidable opportunité. On pense aussi qu'en fait, de développer un moyen de financement dès lors qu'on a une facture qui peut être chargée, va aussi créer un cercle vertueux. C'est-à-dire que les gens vont voir aussi le bénéfice de la facturation électronique, puisque la facturation électronique va apporter des usages tels que obtenir un financement de manière quasiment instantanée sur leurs outils grâce à De Facto ou d'autres lenders de la place. Donc ça, dans les perspectives, c'est clairement quelque chose sur lequel on travaille d'ores et déjà, et avec l'ensemble des prestataires de facturation électronique à qui on se tient à disposition pour échanger et voir comment conjuguer au mieux et pour nos clients communs nos savoir-faire. Un des enjeux également, c'est l'automatisation, tu le disais. Dans les perspectives, c'est de maintenir une automatisation de l'ensemble des processus. Faire du crédit, ça peut paraître seulement 2-3 étapes. En fait, c'est plusieurs valeurs, une chaîne de valeurs continue, d'au moins 9 expertises différentes. Chez De Facto, on essaye de développer nos 9 expertises. Donc on les développe en interne et on les développe pour nous, mais on les développe de manière technologique, de manière modulaire, pour aussi pouvoir apporter ces différentes briques de valeur à d'autres établissements. Je pense aux banques traditionnelles. Les banques traditionnelles, à nouveau, on échange avec elles. Certaines ne nous voient pas comme des concurrents, mais comme une création de valeur pour pouvoir faire possiblement des partenariats avec elles et apporter du financement de court terme, qui sont des marchés relativement peu profitables quand ils sont effectués de manière traditionnelle pour elles. Donc l'automatisation et puis nouer des partenariats, à la fois facturation électronique comme tu l'indiquais, mais également acteurs plus traditionnels, les factors, les banques de détail, etc. Très bien. Merci à tous de votre participation à cette session. Merci de votre attention. Et je crois qu'on est à peu près bon sur le timing, hein, c'est ça. Merci.